Alors, le jeu de poker, c'est un jeu de hasard avec une compétence d'adresse, donc c'est-à-dire qu'on peut apprendre à jouer au poker et développer des compétences, devenir bon au poker entre guillemets. Mais c'est aussi donc un jeu de hasard et d'argent qui peut se traduire chez certains sujets qui sont plus vulnérables enfin qui peut mener au développement d'une addiction, donc au jeu de hasard et d'argent. Et donc seulement évidemment chez une minorité de personnes qui s'exposent à ce jeu qui est un jeu qui est pratiqué très fréquemment. Donc on peut estimer qu'une personne a développé un jeu excessif ou une addiction au jeu de hasard et d'argent quand déjà sa pratique devient envahissante. Donc ça peut être aussi bien au niveau du temps en fait qui passe que de l'argent dépensé et qu'il y a une composante de perte de contrôle, c'est-à-dire que la personne a du mal à réguler son comportement, à prendre des décisions qui la protègent et qu'elle va se mettre en danger dans le jeu malgré des conséquences liées à sa pratique de jeu, par exemple un investissement tellement important qu'on va oublier des rendez-vous, qu'on va arriver en retard, donc on va continuer à jouer malgré par exemple des disputes familiales ou des difficultés socio-professionnelles qui sont engendrées par la pratique du jeu, ou qu'on va se mettre en danger par exemple financièrement, même si pour le jeu de poker la composante financière est vraiment complètement au deuxième plan pour la plupart des joueurs et qui ont développé un problème. Donc c'est d'abord un problème de temps avant d'être un problème d'argent, y compris chez les gens qui ont vraiment développé un problème avec cette pratique de jeu. Il faut savoir que le recours aux soins est assez faible, donc comme dans les autres addictions, mais peut-être encore moins peu que dans d'autres addictions, c'est-à-dire que les gens viennent peu se faire soigner pour plusieurs raisons, parce que déjà il y a une méconnaissance des structures de soins, une méconnaissance du fait qu'en fait le comportement excessif peut être du registre de la maladie ou d'un trouble qui pourrait avoir un recours en fait médical ou par des soignants. Donc les gens n'ont pas forcément conscience en fait qu'ils pourraient disposer de cette aide-là. Ils ne savent pas non plus comment trouver cette aide. Donc déjà, on n'a pas beaucoup de gens qui viennent pour se faire soigner. Et chez les gens qui accèdent aux soins, en fait, ça peut être des joueurs qui eux-mêmes ont constaté qu'ils avaient une souffrance en fait par rapport à leur pratique de jeu, et aussi parfois, évidemment, dans un certain nombre de cas, qui sont un peu poussés par la famille ou motivés par la famille pour accéder aux soins, notamment quand il y a eu des pertes financières importantes et qu'il y a des situations qui sont parfois dramatiques, qui peuvent aller jusqu'à la désocialisation, à la perte du logement, à la mise en danger vraiment des conditions de vie en fait, du fait de la pratique de jeu excessive. Donc il y a plusieurs modalités de traitement. Il faut savoir que dans l'addiction au jeu, il n'y a pas de ce qu'on appelle une AMM, il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché pour aucun médicament. Par contre, il y a certains médicaments qui ont montré un niveau de preuve intéressant d'efficacité dans la littérature scientifique internationale, comme certains médicaments notamment qu'on utilise dans le trouble d'usage d'alcool et notamment la classe des antagonistes aux opiacés. Cela dit, on sait qu'il y a pas mal d'effets secondaires, notamment chez les joueurs de ce type de traitement, et que tous les joueurs ne répondraient pas à ce traitement. Après, c'est vrai que les personnes qui ont une addiction au jeu sont pas forcément disposées à prendre un médicament. En fait, c'est plus difficile à expliquer que dans une addiction où on prend une substance. Là, comme on prend pas de substance, du coup, les gens n'ont pas forcément envie d'avoir recours à un traitement médicamenteux. Et il y a évidemment des alternatives à ça, comme plusieurs stratégies de psychothérapie. Après, la plus validée, on va dire, c'est les thérapies cognitivo-comportementales qui peuvent aussi être complétées par d'autres approches, comme les approches de pleine conscience qui sont de plus en plus développées, mais aussi comme d'autres types de stratégies thérapeutiques, comme par exemple le training cognitif, mais qui ne se font pas là en routine, qui sont plus à un stade expérimental en ce moment. Et puis évidemment, pour les gens qui ont un souhait plus d'introspection, il y a aussi la possibilité d'aller vers des thérapies de type analytique. Donc on a réalisé en 2013 une étude auprès de joueurs de poker pour essayer de construire un outil de dépistage du jeu problématique en ligne à partir des données de jeu, donc en collaboration avec un site de poker qui nous a permis de montrer la faisabilité en fait du dépistage à partir des données de comportement de jeu qui sont enregistrées en routine par tous les opérateurs de jeu, en tout cas qui ont une licence en France, puisqu'ils doivent rendre des comptes en fait à une institution qui s'appelle l'Autorité de régulation des jeux en ligne, l'ARJEL. Et
donc ils doivent enregistrer en permanence les données de jeu des joueurs. Et donc à partir de ces données de comportement de jeu, en fait, on a construit un outil de dépistage qui permet de repérer les joueurs qui sont probablement un problème, dans le but évidemment de leur proposer une aide en fait s'ils le souhaitent, et d'être un peu plus actifs en fait dans la proposition d'aide. Et donc on avait testé différents types d'interventions de psychothérapie, juste le fait de revenir vers les joueurs en leur disant voilà, il y a peut-être un problème avec votre pratique de jeu, vous jouez plus que la moyenne de la population, etc. Donc c'est ce qu'on appelle un feedback normatif. Nous, on avait aussi testé des interventions de thérapie cognitivo-comportementale sous différentes modalités, sur le fait de juste proposer un téléchargement, un manuel d'aide par soi-même, ou bien le même programme dispensé semaine après semaine par une psychologue par mail. Et en fait, ce qu'on a montré, c'est que l'ensemble des joueurs qu'on avait inclus, à qui on avait dit, voilà, il y a peut-être un problème avec votre pratique de jeu, est-ce que vous voulez de l'aide? Allez mieux, peut-être juste du fait de leur avoir fait ce feedback, mais on n'avait pas montré de différence d'efficacité entre les différentes interventions testées. Par contre, ce qu'on avait montré, c'est que plus on proposait en fait un accompagnement intensif, on va dire, au niveau soignant, donc avec ces emails par exemple, et plus on perdait de vue les gens. Donc on a soulevé l'hypothèse d'un aspect aversif en fait, d'une aide qui pourrait être considérée comme intrusive chez des personnes qui ne sont pas initialement chercheuses de soins.